Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Alors bonjour à tous, on va se retrouver pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on va rester dans le football avec Didier Zanetti. Bonjour coach, vous allez bien? Bonjour, très bien. Bonjour à tous. Vous êtes où actuellement? Je suis à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Oui. Alors on va revenir sur votre parcours, mais tout d'abord, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, ben écoutez, je m'appelle Didier Zanetti, je suis entraîneur de football depuis 26 ans maintenant. Et malgré le fait que j'ai 45 ans, parce que j'ai commencé à entraîner tout en jouant. Et je suis papa d'une fille, d'une adolescente maintenant, bientôt jeune femme, qui a bientôt 17 ans. Et j'ai une vie de famille tout à fait classique, avec une famille autour de moi qui me soutient dans tous les projets. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. C'est important d'avoir des proches proches de soi quand on est entraîneur? C'est très très important parce que ils sont la base, le socle qui vous permet de jamais prendre la grosse tête ou être à la fois très triste quand les résultats ne sont pas là ou quand il y a une absence de projet. Là, la famille et l'entourage, notamment mes parents, ma fille et ma femme sont essentiels, oui. Alors on va revenir sur votre parcours, mais vous l'avez dit au début, vous étiez joueur. Vous avez joué à quel niveau et à quel poste? J'ai été milieu de terrain et j'ai joué au niveau national jeune et ensuite très vite, sentant que la possibilité de jouer à très haut niveau n'était pas possible compte tenu de mes qualités athlétiques. Je me suis orienté très vite vers l'entraînement parce que j'étais attiré par ça. Et donc du coup, j'ai évolué dans des clubs comme Marignane-Gignac après mon parcours à Vitrolles. Et ça m'a emmené à Manosque dans les Alpes, où l'équipe première était en CFA dans laquelle je n'évoluais pas, mais ça m'a permis de continuer à jouer et d'entraîner. Et ensuite, une petite pige en Belgique et un retour en France à Istres, où là, j'ai pu jouer dans la réserve pro et entraîner. Et très vite arrêter de jouer puisque j'allais sur mes 30 ans et il était temps de se consacrer à réellement ce métier. Justement, ce métier d'entraîneur, vous l'avez dit, quand vous étiez joueur, ça vous attirait déjà. Sur le terrain, par exemple, vous avez déjà des principes que vous voulez mettre en place, des idées? Alors jeune, mon éducation faisait que quand le coach demandait de faire quelque chose, je le faisais. Donc, mais j'étais moi dans la réflexion évidemment, hein, parce que j'avais dans mon entourage une famille très football, mes cousins, mes oncles, mon père, mon grand-père, qui à chaque fois avaient un regard sur le jeu. Mais ce qui m'a, je pense, rapproché le plus du rôle de l'entraîneur, c'est que j'ai régulièrement été le capitaine. Dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai évolué, j'étais régulièrement le capitaine. Ce qui fait que on est entre le groupe de joueurs et l'entraîneur, on commence à comprendre un petit peu les réflexions et les potentiels choix. Donc, ça m'a certainement initié. Du coup, cette relation avec le coach et le banc, vous l'avez déjà quand vous étiez joueur? Ouais, c'est ça, voilà, ça se fait naturellement. Après, vous savez, quand on est joueur, il y a des leaders dans l'équipe, des leaders techniques qui sont des déclencheurs parfois du résultat, d'autres qui sont des leaders de vestiaire. Moi, j'étais un petit peu entre les deux en étant au milieu de terrain. J'aimais bien agir pour l'équipe. J'ai toujours aimé être un leader coéquipier. Justement, c'est le fait de commencer, si jeune, à entraîner si jeune, c'est rare, c'est même très peu commun. Vous avez eu différentes étapes dans votre parcours d'entraîneur. Comment ça s'est fait? Comment, vous êtes dit directement: «Après ma carrière de joueur, je veux être entraîneur»? Ah bon, tout simplement, déjà, le football, c'est une passion. Même si j'ai la chance d'en faire mon métier depuis 26 ans, je considère pas que c'est un réel travail, même si ça demande beaucoup de travail, mais c'est jamais pénible pour moi. Le football, c'est un jeu, donc vraiment, c'est passionnant. Donc, l'idée, tout simplement, c'était de se dire, si je peux pas être joueur professionnel, peut-être faire ce parcours d'entraîneur qui pourrait m'emmener à rester dans le football toute ma vie. Après, peu OK. importe le niveau, mais être capable d'en vivre. Et donc, très vite, quand je termine les années de national jeune à Vitrolles, je suis contacté par le club de Marignane-Gignac.
et on me demande de venir jouer, donc dans l'équipe de 18 ans nationaux à l'époque, Ok. mais à la fois avec, peut-être après derrière jouer en senior. Et moi j'accepte, mais je demande, à ce qu'on me paye les diplômes d'entraîneur. Donc Ah, ok. au grand étonnement du directeur sportif de l'époque. Mais je fais une belle rencontre là-bas, avec Gilles Giacotta, qui est un très très bon éducateur de la région marseillaise, qui a entraîné aussi à l'OM ensuite, et qui m'a bien guidé dans les premiers instants, qui m'a donné des règles et des principes que j'ai conservés. Et donc très vite, à 19 ans, j'avais ma première équipe de poussins à l'époque. Et donc là, très vite, il faut réfléchir pour concerner les joueurs, comment faire une séance, comment les emmener jusqu'au match et si possible, gagner des matchs. Le tout premier entraînement, vous vous rappelez? C'est une question que je pose souvent. Ouais, 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 je m'en souviens. Alors, j'avais tout le cliché, j'avais la petite plaquette avec le stylo, le chronomètre, j'avais tout le cliché de l'entraîneur. Voilà, j'avais tout préparé et rien ne s'est passé comme j'avais prévu, tout simplement. Tout simplement parce que il manquait des joueurs. Puis en cours de séance, le joueur est arrivé, mais avec un joueur en plus. Donc il a fallu que je m'adapte Ok. très vite. Donc, finalement, ça m'a mis dans le bain tout de suite. Mais au niveau du relationnel avec les joueurs, le fait d'avoir bien préparé la séance fait que j'en garde un bon souvenir, mais très épuisant. Je me souviens d'avoir fini l'entraînement en se disant, mais c'est bien plus dur que d'être joueur en fait. Et avoir été joueur et entraîner en même temps, c'est pas été compliqué Alors ça l'a d'avoir ce double rôle? Alors ça l'a été pour jouer à un meilleur niveau que dans lequel j'ai joué. J'ai joué l'équivalent de la Nationale 3 maintenant, si on met les, les, les catégories actuelles. Et du coup, moi je considère que même si parfois j'ai pu jouer à un meilleur niveau que la Nationale 3, il faut faire des saisons complètes, régulières, où on fait énormément de matchs. Donc moi je me considère comme un joueur entre la Nationale 2 et la Nationale 3. Et du coup, j'ai pas développé cette capacité à jouer plus haut, ce qui n'était pas un objectif pour moi, pour me consacrer justement à ce métier-là. Donc, au début, on peut allier les deux parce que j'avais du football réduit. Donc, du coup, les calendriers pouvaient s'emboîter très, très clairement. Ouais, ça permettait, ouais, de faire les 2. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, le fait de continuer à jouer donne une réflexion sur le jeu régulièrement. Donc non, ça a été assez facile d'organisation. Encore une fois, on revient à la famille, à condition que la famille comprenne que vous, le gros de votre semaine, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et que les repas en famille, vous n'êtes pas présents, les baptêmes, les mariages, vous arrivez en retard, vous arrivez après tout le monde. Mais de ce côté-là, j'ai une famille extraordinaire puisque j'ai jamais eu une réflexion ou au contraire, on m'a toujours poussé à continuer. Cette importance d'avoir des diplômes et de se former, ça a été primordial pour votre carrière? Alors oui, parce que ça vous structure, parce que on a toujours plein d'idées, on est toujours en innovation, hein, on veut toujours créer des choses, mais la formation vous permet de vous structurer et de cadrer vos idées et surtout de les mettre en place et d'atteindre votre objectif. Donc moi j'ai eu la chance d'être formé très jeune, j'avais à peine 18 ans à la Ligue de Méditerranée. J'ai eu Bruno Bini qui était le sélectionneur de l'équipe de France féminine à l'époque et François Josso qui étaient des personnes d'expérience, qui m'ont très bien conseillé, qui ont jamais fait attention à mon âge, qui m'ont demandé justement de prendre du temps avant d'aller à Clairefontaine pour pouvoir passer le diplôme suivant. Mais ils ont toujours été très élogieux en me disant que j'étais sur la bonne voie, mais qu'il fallait prendre le temps et acquérir de l'expérience. Se structurer justement, ça a été, le fil conducteur des diplômes? Oui, c'est ça, parce que en fait, c'est repousser ses limites à chaque fois que vous vous présentez à un nouveau diplôme. Il y a le concours d'entrée, il faut être accepté. Une fois que vous êtes accepté, vous emmagasinez aussi pas mal de confiance. Puis vous rencontrez des personnes de qualité dans les formations. Parce que pour moi, la plus grande richesse des formations, c'est les autres stagiaires. J'ai rencontré d'autres entraîneurs, d'autres formateurs, d'autres coachs, d'autres éducateurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais je pense on est le mix de tout ça. Et des personnes extraordinaires, des belles rencontres, des moments de stress tous ensemble, mais à la fois des moments de joie, des moments de cohésion, d'entraide. En tout cas, c'est de ces personnes-là que j'ai le plus appris. Oui.
Cette carrière, d'entraîneur que vous avez, c'est aussi une carrière de formateur, notamment à Istres que vous allez rejoindre. C'est pour vous la 1re grosse expérience que vous allez avoir? Oui, c'est ça. En fait, de toute façon, quand on a mon parcours de joueur amateur dans notre football, on ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas se présenter, directement aux pros. Quand vous n'êtes pas international, français, quand vous n'avez pas joué en Ligue 1 ou en Ligue 2 sans contrat professionnel, vous êtes obligé de commencer, tout en bas et de gravir, chaque étape. Donc, évidemment, la formation, s'offre à vous très vite et c'est pas plus mal puisque ça vous donne une expérience. Ça vous permet d'apprendre à gérer des groupes, à se pencher sur le recrutement, sur l'organisation d'un centre de formation. Et Istres, pendant 15 saisons, m'a formé, tout simplement. J'ai donné énormément à ce club, mais ce club m'a donné aussi énormément. Donc, en fait, c'était un échange de bons procédés et ça restera toujours ma maison, oui. Ce rôle au sein du club, il a évolué, vous avez eu plusieurs casquettes, mais surtout vous avez coaché les jeunes. Mmh. C'est quoi la relation que vous avez avec eux? Surtout que vous étiez, un jeune entraîneur? Alors, l'avantage, c'est que comme je jouais encore dans la réserve, il y avait une proximité avec les joueurs qui était intéressante et puis par l'exemple, vous avez une autorité naturelle. Donc, le fait d'être proche de la génération, vous en connaissez les codes. Vous pouvez donc vous exprimer avec eux, d'une certaine façon, et puis dans la même journée, vous vous adressez à votre président, avec d'autres codes évidemment. Mais ça permet d'être proche de cette génération-là et aussi de pas rester dans la bulle d'entraîneur, de comprendre comment est le joueur actuel de telle ou telle génération. Et puis l'avantage à Istres, c'est que j'ai commencé avec des très jeunes, puis ensuite je donnais des cours du tronc commun à l'époque sur l'ancien brevet d'État. Donc j'avais les futurs pros qui étaient dans mes cours, donc on échangeait souvent, on était dans le relationnel, j'ai beaucoup étudié leur comportement. Puis après, on a structuré tranquillement le centre de formation, donc ça m'a permis de me développer aussi sur les partenariats à mettre en place avec la scolarité, les différents lycées, les différents collèges. Donc du coup, le fait d'être jeune, je pouvais avoir des interactions non seulement avec les Ah professeurs, ouais, plus mais avec simple. les surveillants. Donc un petit peu Ouais. avoir un rôle à la Giroud à Auxerre, mais du coup en étant plus jeune et être à l'interaction de tous les secteurs. Ouais. Et justement, cette expérience à Istres, elle a duré, presque 15 ans. De rester et durer aussi longtemps au club, ça permet, d'évoluer et de soi-même évoluer en tant qu'entraîneur. Alors oui, ça permet d'évoluer, ça permet aussi d'avoir euh, ne pas avoir la crainte du lendemain parce que vous savez que vous avez un contrat. Parce qu'à l'époque, j'avais un contrat dans la structure, donc ce qui me permettait d'enchaîner les saisons. Donc ça c'était très intéressant et à la fois le défaut de rester tout le temps dans le même club, c'est que vous n'avez pas forcément d'autres opportunités, pardon, parce que les autres clubs doivent se dire bon mais il est très bien là-bas donc on va pas le contacter et à la fois vous commencez à faire partie des meubles. Donc vous voyez des gens qui débarquent dans le club et qui parfois vous passent devant ou double sans aucune raison, simplement parce que ça vient de l'extérieur. Et donc ça, c'est assez difficile à vivre sur le moment, mais on fait avec. Et puis finalement, comme c'est un métier qu'on adore, on se concentre sur ce qu'on a à faire et on le fait du mieux qu'on peut. Et puis la joie, c'est les joueurs qui vous la donnent régulièrement, de toute façon. Il y a des joueurs, que vous avez formés avec qui vous êtes toujours en contact? Quasiment l'essentiel, 80% des joueurs avec qui Ah j'ai ouais? travaillé, on reste en contact. Euh, qu'ils jouent en première ligue, en première division ou même en amateur. Donc, Ouais. pas plus tard que il y a 2 semaines, j'ai eu un gardien de but qui a arrêté un penalty à 2 parce que l'adversaire avait Ah tiré ouais? à 2 et nous l'avions préparé et fait pendant 6 mois et il l'a arrêté. Donc tout de suite, très clairement, il m'a appelé, on s'est appelé et on échange encore. Donc non, je leur ai toujours dit de toute façon, à partir du moment où je vous ai coaché, aimé et passé du temps avec vous, presque plus de temps avec vous qu'avec ma famille à ce moment-là. Je reste toujours votre coach et vous êtes toujours mes joueurs, mais sans rapport de force ou sans lien hiérarchique, hein. On a vécu des choses ensemble, on a transpiré ensemble, on a parfois eu des joies ensemble ou pleuré ensemble. Et ça, forcément, ça permet de garder des liens. Après, ceux qui ne gardent pas de contact,
C'est simplement parce que la vie parfois fait qu'on Ouais, c'est la vie. voilà, c'est pas mais sinon c'est une grande fierté pour moi de garder comme ça des contacts avec les joueurs et je dis souvent même ceux qui étaient, pas forcément titulaires. Donc ça, je suis assez fier de ça, ouais. Et justement, vous avez un peu parlé de Naouir Ramada, qui est un des plus gros joueurs que vous avez formé et qui aujourd'hui qui a été évolué en première ligue, qui a été transféré d'Allemagne à Crystal Palace cet été. C'est vraiment un joueur hyper talentueux quand vous l'avez formé? Oui, oui, alors déjà, quand, Naouir arrive à Istres, c'est son entourage Ouais. qui me sollicite, à travers des personnes que je connaissais, avec qui j'avais joué et à la fois son entourage bienveillant qui voulait le rapprocher de ce que j'avais mis en place à Istres pour le préparer au mieux OK. à Chelsea. Donc moi, j'étais dans aucune démarche, c'est simplement la famille et le joueur qui sont venus me solliciter. Et à ce moment-là, il s'offre à vous un gros défi parce que c'est un joueur à fort potentiel. Tous les clubs européens étaient là autour de lui. Donc, mais c'est facile en fait. Avec les bons joueurs, vous n'avez pas trop de difficultés, hein. Vous avez plus de problèmes avec les joueurs moyens ou les joueurs moins bons qui ont une auto-évaluation complètement erronée. Quand vous êtes en face d'un bon joueur, vous savez, ici à Dubaï, dans mon équipe, j'ai des joueurs comme Quincy Promes ou Adrien Silva. Adrien Silva qui a gagné l'Euro avec Cristiano Ronaldo ou Quincy Promes qui a joué la Ligue des Champions. Vous n'avez pas de problème avec eux, hein. Parce que eux Ouais, parce qu'ils connaissent leur niveau. ils sont toujours à l'heure, ils sont toujours présents. Quand vous mettez en place un travail, ils l'acceptent tout de suite à partir du moment où ils le comprennent. S'ils comprennent pourquoi ils le font, ils sont des leaders. Et Naouir, c'était le cas. Naouir, pourtant, c'était l'un des plus jeunes dans l'effectif, puisqu'il n'avait que 15 ans, enfin, il n'avait pas encore ses 15 ans et il jouait avec les 17 ans nationaux. Mais il était toujours exemplaire. De temps en temps, il fallait le guider, évidemment, mais encore une fois, vous n'avez pas de problème avec les bons joueurs. Et justement, manier avec, enfin former avec, les entourages des joueurs, ça a pas été compliqué? Pas vraiment. J'avoue que j'ai toujours mis un petit peu une barrière en expliquant que moi je m'adresse aux joueurs. C'est lui, Ouais, c'est forcément. lui que je dois développer, c'est lui qui a le talent nécessaire. Je considère que j'en ai un aussi pour le développer, donc on essaye de s'entendre, lui et moi pour le développement. Après l'entourage, je leur demande d'avoir le même discours, d'avoir un discours positif. Mais très souvent, j'ai recruté des joueurs en faisant attention à l'entourage aussi. Donc de ce côté-là, il y a Forcément. pas de souci. Vous savez, quand j'étais à Montpellier, j'ai eu des joueurs, qui avaient le même talent que Naouir, hein. Je pense à Axel Guéguin, par exemple, qui en ce moment a quelques blessures qui l'empêchent de jouer à haut niveau. Mais très vite, j'ai vu que l'entourage était sain. Très vite, le joueur était en confiance et donc à ce moment-là, on peut développer, énormément de choses. Justement, vous l'avez parlé de vous allez évoluer avec Montpellier après, que vous allez rejoindre après Istres. Il y avait une différence entre Montpellier et Istres dans le sens où Montpellier, c'est un club, établi dans l'élite. Mmh. Il y a une différence, par exemple, soit dans les infrastructures, dans le recrutement des joueurs? Alors oui, la différence, elle est, évidente, c'est les moyens. C'est le financier, c'est-à-dire que ce que je devais faire à Istres avec, très peu de moyens, là, il y avait des gens qui étaient payés pour le faire pour moi, tout OK. simplement. Donc, le recrutement était fait, j'avais pas besoin de le faire. La gestion de l'hébergement, c'était pas mon rôle. La gestion des sponsors, ce n'était pas mon rôle. Les médias, ce n'était pas mon rôle. Donc j'étais concentré que sur le développement des joueurs et les entraînements et la compétition. Donc là, on bascule dans un environnement où chacun fait son travail et à ce moment-là, vous êtes concentré sur le développement des joueurs. La principale différence, c'est que vous rentrez dans une structure où quand vous faites match nul ou une défaite, c'est anormal. Il faut gagner et gagner devient la norme. Et après la petite joie d'avoir gagné, vous avez surtout une sorte de soulagement en disant bon c'est fait. C'est différent d'être quand j'étais à Istres où on était outsider et à chaque fois que vous performez, il y a une forme d'accomplissement. Alors que quand vous êtes à Montpellier, il faut tout simplement apprendre à gagner tout le temps. Cette relation, que vous avez avec le club, est-ce que avec votre équipe de jeunes, c'est-à-dire, enfin, est-ce qu'il y avait une relation entre les différentes équipes, que ce soit les jeunes, les pros? Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'étais à Montpellier ou quand j'étais à Ouais. Istres? Ouais, à À Montpellier. Montpellier, il y en a eu énormément quand le coach Olivier Dalloglio était présent.
Ok. Moi, j'ai vraiment apprécié travailler avec Olivier Dalloglio parce que on a eu des échanges sur le jeu, sur la tactique, alors qu'il était l'entraîneur de la Ligue 1 et moi l'entraîneur au centre de formation. Et c'était très riche, très intéressant. D'ailleurs, on a gardé le contact, on a gardé le lien. Quelquefois, on s'est croisés, on a discuté. Donc là, oui, il y a un lien très clair. Dans cette structure-là, il y a un lien, oui, parce que les jeunes jouent en professionnel. La porte est ouverte pour les jeunes dans ce club-là. Et Montpellier, clairement, on le voit encore, utilise son centre de formation en Ligue 1. Vous avez Stéphane Zodic, vous avez Junior Ndiaye, vous avez Théo Chenaille, Othman Mahama qui a marqué récemment, qui sont des joueurs que l'on a eu au centre de formation et qui là ont des opportunités pour s'exprimer. Donc je dois en oublier d'ailleurs, hein, s'ils écoutent, j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais voilà, ils sont plusieurs à avoir cette capacité à évoluer à haut niveau et ils ont leur chance, donc c'est une aubaine. Ouais. Après votre période à Montpellier, vous allez rebondir à Ajaccio en 2023. C'est une expérience spéciale, celle d'Ajaccio. Donc oui, c'est spécial vraiment parce que dans le positif, parce que moi à la sortie de Montpellier, avoir des catégories de jeunes, c'était pas ma priorité. Puis finalement, j'ai le contact d'Ajaccio qui me propose de prendre la réserve pro avec une Ligue 2 juste au-dessus. Et j'accepte déjà parce que les valeurs corses me correspondent. Il y a vraiment une identité, des valeurs que je partage, où il faut défendre les couleurs, où je retrouve un petit peu la sensation que j'avais à Istres, où on n'a pas Ouais, de famille. forcément, voilà, on n'a pas forcément les moyens de rivaliser avec les plus grands, mais on est capable de le faire parce qu'on travaille, parce qu'il y a un supplément d'âme. Et donc oui, l'expérience à Ajaccio, elle est spéciale en ça parce qu'on découvre une culture, même si j'y étais allé quelques Oui, fois, mais forcément. c'est y habiter et avoir un staff avec qui j'ai gardé contact parce que ça a été vraiment un lien fort. Cette transmission des valeurs de Lille. Et moi, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment top. Avoir la réserve professionnelle aussi, puisque des joueurs professionnels venant comme Riyad Nouri participer au match avec plaisir et en échangeant sur le travail que je pouvais proposer m'a forcément aidé à performer en ce moment ici aux Émirats. Justement, bah, on remarque que bah, si vous avez quitté, enfin, si vous êtes plus à Montpellier, vous allez rebondir à Ajaccio, mais surtout, vous allez évoluer. Enfin, vous allez avoir la réserve à Ajaccio, c'est différent. Oui, oui. Oui, c'est différent. J'ai cette chance dans le football ou comme dans toutes les carrières, je suppose, il faut avoir de la réussite et de la réussite et de la chance. J'en ai. J'en ai puisque j'ai cette opportunité. On me fait confiance pour la réserve. Ça se passe très bien. On a des résultats. Beaucoup de jeunes joueurs qui jouent en Ligue 2 et qui jouent en ce moment en Ligue 2 pour sauver le club. Donc pour ça, non, non, il y a une part de chance. Alors, est-ce qu'on la provoque? Est-ce qu'on nous l'offre? Ça, je vous laisse débattre, mais je sais que je sens une étoile, une bonne étoile, ouais, c'est clair. Après aussi, c'est votre expérience qui va durer le plus court, qui va être la plus courte. Oui. Pourquoi ça a duré que un an? Parce que très clairement, après, quand on discute de l'avenir avec les dirigeants, on n'est pas sur la même idée, la même longueur d'onde, et on décide très clairement d'arrêter là, ce qui n'est pas grave en soi, hein, puisque le football, c'est ça. Parfois, ce sont des longues expériences, parfois très courtes, mais c'était une année tellement riche que je considère que ça en vaut deux ou ça en vaut trois. Donc non, non, là-dessus, il y a pas de souci. Parfois, c'est le foot, il y a des chemins qui se séparent, mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir. Aujourd'hui, on va en parler après. Vous évoluez à l'étranger, à Dubaï. Mais juste avant, vous étiez pressenti pour rejoindre la formation d'un club au Havre. Pourquoi ça s'est pas fait? Si vous pouvez nous dire pourquoi. Oh, très clairement parce que sans langue de bois, ça devait se faire parce que le projet Havrais était très intéressant. Il y avait aussi une perspective d'avenir pour grandir dans les catégories et éventuellement arriver en haut. Et parce que Mathieu Bonnemer est un directeur sportif un petit peu différent et qu'il a une vision du foot, moi, qui me plaît énormément. Donc, c'était rejoindre son projet m'intéressait. Travailler avec Mathieu Bonnemer, de toute façon, de manière générale, m'intéresse et m'intéresserait, mais
Ça peut Ouais, être off, forcément. voilà. Mais ça non, ça ne s'est pas fait. Il a été très clair. Il m'a dit: «Écoute, c'était prévu que tu nous rejoignes, mais clairement, l'actionnaire nous a demandé d'arrêter les nouveautés, les nouveaux contrats, que ce soit sur les joueurs ou sur les entraîneurs, parce que nous n'avons pas les moyens prévus». Il me semble que c'était le litige qui s'était passé sur les droits télé. Ah ouais, de la CVC. Donc tout simplement, c'est voilà un timing qui n'a pu aboutir parce que, financièrement, le patron a dit stop. Malgré ça, vous allez avoir l'opportunité de découvrir un nouveau continent Ouais. et un nouveau, football. Comment ça se fait que vous, entraîneur formateur, vous allez directement après ça rejoindre, un autre pays et être avec les pros? Alors, tout simplement, quelques semaines avant de m'engager, au Havre, Jean-Marc Nobillo, qui est un formateur français, reconnu et notamment, en France, mais notamment à l'étranger. Il a vraiment œuvré dans de nombreux pays. On avait lié contact, parce on s'était croisés dans des événements, dans des tournois de jeunes. Et puis, il m'avait donc, demandé si j'étais intéressé par une expérience à l'étranger et je lui avais dit que j'avais donné ma parole, au club du Havre, donc je ne pouvais pas, retirer ma parole. Ouais, Et forcément. donc il m'avait dit: «Je comprends, bien sûr, il y a pas de souci, si toutefois jamais, il y avait un changement, n'hésite pas à me recontacter». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je l'ai, contacté en lui disant: voilà, finalement, je m'engage pas au Havre, est-ce que l'offre tient toujours?» Et donc, il m'a dit: «Oui, on est OK». Donc je suis arrivé ici aux Émirats, dans un premier temps pour, structurer l'Elite Group. Ici, il est appelé Elite Group, mais ce que nous, on peut appeler l'académie, les OK. meilleurs joueurs de l'académie. Et très vite, en fait, Jean-Marc a dû quitter le projet, pour un autre projet, au Maroc notamment. Donc j'ai pris le relais, fort de mon expérience à Istres, où j'ai pu ici organiser l'académie et être donc directeur de l'académie, tout en entraînant les professionnels, mais au niveau de l'équipe 2, la réserve de professionnels. Mais comme ils sont tous sous contrat, c'était donc la réserve professionnelle. Et après, c'est le football. Quand vous avez des résultats, vous êtes évidemment regardé. Donc, dans le même temps, l'équipe 1 n'ayant pas les résultats attendus, et à l'inverse, nous, en réserve, ayant fait un parcours sans faute et étant premier pour accéder, on m'a demandé de venir au chevet de l'équipe 1 et de prendre l'équipe pour pouvoir tenter l'objectif. Donc, c'est ce que j'ai accepté au bout de finalement que seulement 3 mois ici. Hein. Donc, au bout de 3 mois, j'ai pris l'équipe 1, équipe professionnelle avec les joueurs que je vous ai cités précédemment. Et le niveau du football aux Émirats arabes unis, il est comment? Soit dans son développement, mais aussi dans le recrutement des joueurs? Vous sentez une évolution? Alors, pour sentir une évolution, il va falloir que je reste quelques années. Mais ce que je peux voir ici, c'est que le niveau est assez différent selon le parcours du joueur. Je le dis assez souvent, là, dans l'équipe, j'ai des joueurs qui pourraient jouer en Ligue 1, en France sans problème. Des joueurs comme Quincy Promes ont joué la Ligue des Champions. Adrien Silva, je vous l'ai dit, a joué en Première Ligue, joue à Monaco. Ou même notre attaquant, Marcelo Torres, qui est un Argentin, a joué l'Europa League. Donc ce sont des joueurs qui ont un très très haut niveau. Et à la fois, ils côtoient aussi des joueurs locaux, puisque le règlement impose 5 joueurs locaux dans votre composition d'équipe. Donc là, ce sont des garçons qui n'ont pas forcément une formation de centre d'académie, de centre de formation comme nous, on peut le connaître en France. Donc il y a des lacunes tactiques que l'on doit corriger, compenser, mais par contre, clairement, l'éducation et le parcours scolaire de l'ensemble des joueurs locaux est assez impressionnant parce qu'ils sont vraiment très structurés et ils apprennent très, très vite. Ils apprennent très, très vite. Donc, le niveau, il y a un vrai écart entre un joueur local qui pourrait évoluer chez nous en National 2, par exemple, et, OK. et une star comme Quincy Promes qui pourrait jouer encore en Ligue 1 ou tout simplement encore en Coupe d'Europe. Surtout que le club où vous êtes à Dubaï, c'est un club, cosmopolite où il y a plusieurs nationalités. Que ce soit dans votre staff, par exemple, comment vous arrivez à être, enfin, il y a plusieurs nationalités dans votre staff, comment vous arrivez à tout mettre en exergue pour aller plus haut? Ah tout simplement, le football, c'est le même langage. Hein, donc, comme nous sommes dans le même contexte,
Bah, tout simplement, vous développez votre anglais très très vite. Je suis arrivé avec un niveau d'anglais correct, sans être bilingue, hein, que ce soit clair. Mais au bout d'un mois, ben, vous l'êtes. Vous êtes tout simplement bilingue, vous êtes en situation et ça vient tout seul. Vous êtes obligé de faire les causeries, vous êtes obligé d'expliquer vos procédés d'entraînement en anglais, donc forcément, bah, tout vient. Et dans la constitution du staff, l'avantage, c'est que j'ai un préparateur physique, Johan Lamotte, qui était au Girondin de Bordeaux, et Simon Godard, qui est l'analyste vidéo, qui était au Paris FC, qui sont français. Et donc, très, très facilement, nous échangeons, nous, en français pour préparer. Et donc, après, ça nous fait gagner un temps fou. Mais malgré tout, nous avons un entraîneur des gardiens qui est grec. Ouais. Donc, nous échangeons en français, en anglais, pardon. J'ai un team manager qui est camerounais, qui lui parle anglais, français. Donc, on arrive comme ça aussi à tout organiser. Et puis après, le propriétaire étant russe et les dirigeants étant russes, ils ont un niveau d'anglais qui est très bon. Donc, cette dynamique, en fait, elle se fait en étant tous dans un niveau d'anglais qui est correct. Mais après, quand vous parlez de football, vous savez, ça va assez vite quand même pour se faire comprendre. Justement, je parlais tout à l'heure de l'évolution. On remarque de plus en plus l'Asie et surtout le Moyen-Orient, il y a de plus en plus de relations avec le football. Vous la voyez vraiment? Ah oui, oui, très clairement, hein. Nous, ici, là, ça fait 2 mois, par exemple, que beaucoup de clubs européens qui ont leur championnat coupé par les conditions climatiques, donc souvent les pays de l'Est viennent ici en stage, en préparation, et nous faisons des matchs amicaux avec eux ou contre eux. Et on sent vraiment ce lien, cette capacité ici en Asie ou au Moyen-Orient, comme vous pouvez le définir, qui est fort. Oui, il y a un pouvoir d'attraction qui est conséquent. Et puis, bah, il y a tout simplement des moyens qui vous permettent de très très bien travailler. À l'inverse, vous voyez, je n'ai pas pu m'engager au Havre puisque les moyens étaient restreints malheureusement. Et là, à l'inverse, nous avons un propriétaire qui, une fois qu'il adhère à votre méthode et qu'il est OK avec tout ce que vous mettez en place, ben, vous donne les moyens de le mettre en place. Et justement, par exemple, on sait que bah, prochainement, il y aura la Coupe du Monde, pardon, la Coupe du Monde des clubs qui va mettre en avant bah, tous les continents différents et tous les clubs différents. Ça va avoir un apport, vous pensez, pour les pays qui développent leur football? Bah, alors je veux pas faire de la politique football, mais il est évident que si la FIFA met ça en place, c'est pour 2 bonnes raisons. La première, pour qu'il y ait plus de matchs et donc plus d'argent. Ouais. Et la deuxième, c'est oui, pour me donner une visibilité à des continents qui sont un peu écrasés par le football européen. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir bah, aller voir ces continents-là, en tout cas en Europe, non pas tous les 4 ans, mais plus régulièrement, je pense. Ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est le cas et je pense que pour les Émirats, c'est une bonne opportunité de briller dans cette compétition. Juste avant de terminer cet épisode, vos objectifs cette saison avec le club, c'est quoi? Ah bah, le propriétaire m'a demandé de monter en Pro League. Donc, Pro League ici, c'est le plus haut niveau, comme son nom l'indique. Nous sommes en première division, donc juste en dessous. Et donc, c'est l'objectif du club de monter en Pro League. Je m'efforce d'atteindre l'objectif. C'est assez difficile puisque l'équipe avait pris beaucoup de retard sur les 4 mois précédant mon arrivée. Donc là, on a un petit passif de points qui nous maintient à distance. Donc, on est à 6 points de la montée. Donc, rien n'est impossible. Why not, comme on dit souvent ici. Mais ça va être difficile parce qu'il y a des clubs structurés devant nous qui perdent très très peu de points. Mais je disais souvent à Istres, aux jeunes joueurs, parce qu'on avait moins de moyens et on était outsider, qu'il fallait que notre pourquoi pas soit plus fort que les autres. Donc pourquoi pas. Bah, surtout, vous êtes le chasseur plutôt que le chassé. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est un rôle qui me va bien. Et vous, à titre personnel, dans votre carrière, c'est quoi vos objectifs prochainement? Ouais. En plus de monter? Un petit peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pouvoir faire ce métier toute ma vie. Ça serait une chance incroyable. Donc, ben, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Donc, je Bah ouais. croise les doigts pour ça. Après, j'ai un vrai objectif de vie qui est de repousser les limites. Donc, je les connais pas.
et peut-être qu'un jour je les connaîtrai, où je m'apercevais en me disant: «Bon, ben ça c'est ton niveau, tu peux pas aller plus loin». Mais jusqu'à présent, je les repousse avec l'aide de mon entourage, avec l'aide d'un staff incroyable que j'ai constitué ici, que j'ai trouvé, que j'ai eu la chance de trouver ici. Donc c'est durer dans ce métier, c'est repousser les limites et puis, j'avoue que j'ai une petite pointe d'arrogance, pour ceux qui me connaissent bien, ça va pas les étonner, mais j'ai une petite pointe d'arrogance, en disant que j'aimerais être reconnu pour le style de jeu et je m'efforce à ça, parce que, bah, c'est ce que j'aime. J'ai une philosophie de jeu qui est portée vers l'offensive et qui est assez proactive et voilà, j'aimerais bien être reconnu par ça et ici, le propriétaire, m'a fait ce compliment-là en me disant, «C'est ce que je recherche, je veux ce football-là donc c'est pour ça qu'on te donne, les professionnels donc l'équipe 1 donc vas-y» et ça, je reconnais que c'est une chance, ouais. Donc voilà, ces 3 points-là, si je peux Ouais. ce sont mes objectifs et après si ça m'emmène, à très, très haut niveau, bah, je serais ravi. Si ça, me demande de rester dans un niveau plus modeste, pas de problème et si jamais, ça m'emmène en Ligue 1 dans un club, qui joue tout en blanc dans un stade, Vélodrome incroyable, bah, ça serait mon rêve évidemment. Bah, ce sera magnifique pour vous. Ouais, oui, bien sûr, en étant marseillais, c'est un club que j'ai dans les veines et qui évidemment, un jour pourquoi pas, si je peux Pourquoi porter les pas? couleurs, ouais, ça serait fantastique, ouais. Vous suivez toujours les matchs de l'OM? Bien sûr, je vais presque vous engueuler de me poser la question, mais évidemment, évidemment. On sait pas, vous êtes à Dubaï, on sait pas. Non, 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 évidemment, évidemment, même avec le décalage horaire. Hier, par exemple, Ouais. sur la victoire contre l'Olympique Lyonnais, évidemment que j'ai suivi l'Olympique de Marseille. Mais après, on fait un métier où souvent c'est l'adversaire. Hein. Donc j'ai souvent été Mmh. l'adversaire et l'OM a été mon adversaire. Quand j'étais à Montpellier, je me suis appliqué pour faire gagner Montpellier. Et pareil quand j'étais à Istres et pareil quand j'étais à Ajaccio et je le ferai tout le temps s'il se dresse devant moi. Mais, mais c'est vrai que par rapport à l'histoire de famille, et ça serait un clin d'œil qui serait vraiment Magnifique. magnifique. Ouais. Et ben, on va vous souhaiter vos objectifs, de les réussir. C'est gentil. Merci à vous. Merci. Au revoir. Non, 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 moi je suis coach. Moi je suis coach.